lui-même doit essayer de résoudre le problème. Et puis parce qu'un nageur de ce niveau-là, si tu lui parles tout le temps à 25 ans, il sort de l'eau et... Comment on fait avec l'expérience et essai-erreur. Essai-erreur tout au long de ton parcours d'entraîneur et essai-erreur avec chaque individu parce que chacun est particulier. Donc essai-erreur. Puis quand tu as fait beaucoup d'erreurs, tu en fais un peu moins. Alors, les approches écologiques et dynamiques. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on s'est tourné davantage vers ces approches-là? C'est le fait que, est-ce qu'on est capable de programmer et de contrôler donc, DDL, c'est degrés de liberté, c'est-à-dire un corps avec un nombre énorme de degrés de liberté, 800 muscles et une centaine d'articulations. Et donc, ce qui est contrôlé dans le couplage, c'est-à-dire le couplage entre le sujet et l'environnement, entre l'action du sujet et sa perception qu'il a de l'environnement, c'est la synergie d'éléments. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des choses qui se font ensemble, à un moment donné, et le fait que des éléments fonctionnent ensemble, c'est ce qu'on appelle une coordination. Ensemble, ça ne veut pas dire qu'ils font la même chose au même moment. Ça veut dire qu'à un moment donné, ils doivent avoir une certaine relation. Alors, comment se fait le contrôle? Eh bien, par interaction ou couplage avec l'environnement. Et là, on n'est plus sur l'idée qu'il y a une causalité linéaire, c'est-à-dire c'est le cerveau qui programme le muscle, mais on est sur l'idée qu'il y a une causalité circulaire. C'est-à-dire que sans cesse, l'environnement renvoie de l'information au sujet qui agit dans l'eau. Les choses, elles émergent là, dans l'action. Okay, c'est en faisant qu'on voit intervenir les choses. Ouais, il a eu l'eau, l'autre main est allée plus vite que la main extérieure, va plus vite que la main dessous. Ben, en fait, normalement, la main du dessus doit aller plus vite que la main du dessous. Ouais, en général. Ouais. Et là, là, si je regarde celle-là, j'ai l'impression que la main du dessus va plus vite. Et là, il commence à tirer. Hop. Pendant qu'elle a tiré, l'autre, elle est revenue jusque-là. Donc ça, c'est bon, ça veut dire qu'il est en train d'accrocher de l'eau. Et après le virage, j'ai l'impression qu'elles avancent à la même vitesse. Là, il est en bascule arrière. C'est-à-dire que tu prends une photo, tu vois sa main, elle est passée là, son autre main, elle est là. Il est dans le cadran arrière de sa nage. Si tu prends la tête étant le milieu, ce que j'aimerais voir, c'est une image où quand la main bascule dans le cadran du bas, l'autre, elle est en opposition dans le cadran du haut. Et là, si tu fais un arrêt sur image, à un moment, recule, voilà. Tu vois, sa main, elle a passé sa ligne et l'autre, elle n'est pas encore arrivée. Voilà, il faudrait que la main droite soit là quand l'autre main est 20 cm devant. Pour être en bascule avant. Là, il est en arrière. C'est-à-dire que là, il a commencé à tirer ici. Quand sa main est passée là, l'autre, elle arrive là. Il se retrouve, si tu fais un arrêt sur image, ici, au lieu de se retrouver là. Donc, le contrôle se fait par auto-organisation, sachant que la coordination, c'est plus que la somme des éléments. La solution, on dit qu'elle émerge à partir d'un ensemble de contraintes. C'est-à-dire qu'elle n'est pas préétablie, elle n'est pas prescrite par le système nerveux central, mais elle survient des conditions, in situ, du contexte, à ce moment donné. Alors, différents types de contraintes à prendre en considération avant de l'adaptation. L'environnement, 800 fois plus dense que l'eau, que l'air, pardon. On s'est rendu compte, par exemple, que plus on nageait vite, plus la fréquence augmentait, donc plus la densité de l'eau. Qu'est-ce qui se passe pour le retour aérien? Bah oui, le retour aérien, lui, est dans l'air, donc il ne change pas. Ça veut dire que la durée absolue du retour aérien au pôle, c'est la même. Et la durée relative, elle augmente. On est obligé de prendre en considération ce changement d'environnement. Puis ensuite, quand on va plus vite, les résistances ne sont pas les mêmes. Vous passez votre main dans l'eau à une vitesse faible, voilà, ça va bien. Si vous faites la même chose très vite, bah là, on prend des résistances sur la main. Forcément, ces contrôles de l'environnement ont plus d'importance quand on va vite. Puis ensuite, il y a la tâche, c'est-à-dire en natation de compétition, c'est essentiellement la relation entre intensité et durée de l'effort. Et ensuite, il y a tout ce qu'on peut manipuler. Et généralement, ce qu'on manipule, c'est essentiellement le rapport fréquence-amplitude. Et l'organisme, pour moi, ça c'est quelque chose qui est assez qu'on ne prend peut-être pas assez en considération. Par exemple, les capacités de flottaison de quelqu'un. Les capacités d'équilibration, les propriétés anthropométriques, c'est-à-dire comment on répartit la masse musculaire, la masse grasse, la taille des segments.
densité osseuse. La densité osseuse, enfin, oui, il y a... Arrière, et puis du rattrapé, c'est-à-dire je me mets à plat, une fois que j'ai respiré, là, je me mets à plat et j'envoie. Poum, poum. Sa façon de nager, ce qui lui a permis d'arriver où il est, donc il faut pas le... Ouais. Faut le prendre en considération. Bon. C'est qu'à partir de leurs points forts que les gens s'expriment, quoi. Il est parti plus vite, donc ça va se dégrader beaucoup plus. Donc, au niveau des coulées, au niveau des respirations qui sont un peu n'importe quoi, les coudes donc, partent en arrière, on le voit bien. Hein. Par rapport aux premiers 50, c'est hyper net. Là, hein. Ah oui, carrément. Ouais. Et avec des jambes qui vont pas aller en l'aidant au fur et à mesure un peu plus quand les bras commencent à fatiguer, mais au contraire, elles baissent d'intensité elles aussi, elles peuvent pas prendre le relais. Sur les respirations, tu ouvres encore un peu trop le bassin, du coup tu as ton battement qui s'écarte et tu as les pieds qui s'écartent pas mal. Donc reste sur un petit appui plus serré et plus vertical de ton battement en gardant ton bassin fixé. Tu peux très bien tourner tes épaules et garder ton bassin fixé. Pourquoi est-ce que la majorité des gens bougent comme ça et pas comme ça? Tout le monde sait bouger comme ça. C'est une question bien propre. D'accord? Donc, prenons le terme facile. Je pense que ce n'est pas le bon descripteur, mais prenons le terme facile. Maintenant, je vais vous donner des choses difficiles. Vous partez tous avec ce qui est difficile, en faisant comme ça. Tout le monde arrive à le faire. Difficile, mais tout le monde sait. Maintenant, il y va de votre carrière à la fédération de natation. Vous devez aller toujours plus vite. Je vais vous aider, mais vous ne devez pas vous arrêter. Vous devez toujours aller plus vite. C'est ça qui est important, c'est d'être productif dans cette société. Et non de bleu, vous allez y aller. Allez, plus vite, 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 plus vite. Et vous ne devez jamais vous arrêter. Mais en général, si vous tenez la vitesse, vous sentez que vous perdez un peu le contrôle. Cette truc difficile devient très difficile à faire. Et comme vous voulez garder votre place à la fédération, qu'est-ce que vous faites? Je vous dis, tu vas aller plus vite, mais le prix à payer, c'est que je fais ça, qui est plus facile. Deuxième chose qui est intéressante, c'est que si vous regardez attentivement ce qui se passe sur la troisième ligne, on constate que quand on fait antiphase à gauche du graphique, le difficile, eh bien, cette phase relative est relativement variable, même plutôt variable. Donc c'est comme si eh bien, la coordination n'est pas très stable, pas très constante. Il y a beaucoup de variations quand on fait ce mouvement-là. Par contre, alors que la tâche est quelque part plus difficile, on va plus vite. Quand on est à droite du graphique, donc en phase ici, on constate que ce 0 degré ou 200 degrés est très très stable, très peu de variations. C'est quand même assez contradictoire. Dans une situation plus difficile, on est beaucoup moins variable. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que juste avant qu'il y ait un changement spontané du patron le moins stable au patron le plus stable, d'antiphase à emphase, eh bien, il y a à l'évidence une perte de stabilité. Tout se passe comme si ce patron difficile, déjà relativement peu stable, plus on va vite, plus il perd de sa stabilité, à telle enseigne qu'il est complètement instable, et le système trouve une autre solution, qui est une solution bien stable, qui est de faire ça. Donc, en fonction du niveau de contrainte, c'est parce que le patron initial, la coordination initiale, eh bien, est devenue trop instable pour être maintenue, à telle enseigne que le système va utiliser, mettre en place une autre coordination qui est plus stable. On a donc spontanément, on l'a vu, deux patrons qui sont de coordination entre les doigts, qui sont spontanés en phase et en antiphase. Je vous rappelle, le premier est plus stable que le second. Ces deux patrons sont finalement un comportement qui est adapté à deux niveaux de contraintes différents. C'est donc deux patrons sont plus ou moins stables, avec en phase plus stable qu'antiphase, et que le changement de comportement, le changement de coordination est finalement le résultat d'une déstabilisation. Tu vois, il y a t'es en phase de pousser vers le bas. Bon, ça,
Le bras ici commence à entrer dans l'eau à peine. Et tu vois, tu as fini de pousser là. Donc moi, quand je te dis attention, voilà. Attention, ça veut dire que tu as terminé de pousser et l'autre bras, il fait rien. C'est pas un problème d'efficacité, c'est qu'à la fin de chaque action, elle marque un temps d'arrêt. Elle ne peut pas, tac, dissocier les actions du haut, du bas. Tu vois, tac, regarde. Et tu le vois pas, ça. Tiens, c'est énorme. Mine de rien, c'est dur de rester sur des allures avec une efficacité importante. Demain ce soir, il y a plus hein? Allez, 200 ou quoi? Moi, je pars au ski. 45. Allez, fais ton sans soupe. Attends. Il faut qu'il arrive à être plus régulier. Hein? Qu'il y ait moins de bâtiments qui partent vers l'extérieur. Hein? Tu fais des grands mouvements pour te rééquilibrer à des... hein? Donc force-toi, petit battement. Pourquoi l'expérience de Kelso avec les petits doigts elle est géniale? C'est qu'elle montre que quand on change de patron, et pas quand on le fait, la vérité elle n'est pas quand on fait une coordination, la vérité elle est quand on change. C'est là que l'on comprend ce qui se passe au la coordination. Quand on perd la stabilité de ce truc difficile et qu'on passe à quelque chose de facile, c'est là qu'on a compris ce qui organise cette coordination. Ce que ça veut dire, c'est que vous pouvez étudier des centaines de fois comment quelqu'un marche, même marche plus ou moins vite, vous n'allez pas apprendre grand-chose sur la marche. Par contre, si vous le poussez dans les extrêmes, et qu'à un moment, qu'est-ce qu'il fait quand il ne peut plus marcher? Court. Le miracle, il est là. La coordination, elle est là. Comprendre la marche, c'est pas comprendre la marche pour soi, c'est comprendre la marche et la course. Parce que ça, c'est la même dynamique. C'est comme ça que l'on se meut. Troisième illustration, la marche. Ici, quelqu'un qui est en train de marcher d'un pas allègre et décidé. Et généralement, si on regarde comment bougent les deux ceintures les unes par rapport aux autres, vues de dessus, eh bien, la coordination normale, c'est quelque chose de cette nature-là, où il y a une coordination en antiphase, les deux ceintures bougent dans des directions opposées au cours de la marche normale, quand il n'y a pas de contrainte. Ce qui est intéressant dans un papier qui vient de sortir, eh bien, c'est que si vous exercez des contraintes, typiquement, vous empêchez la mobilisation des bras. Je peux imaginer que si vous marchez dans l'eau, c'est la même chose, ou si vous demandez à des rugbymen de pousser très fort, en marchant, ça va faire la même chose. Donc dès que vous mettez des contraintes très fortes sur la marche, vous obtenez quelque chose qui est en fait une marche plutôt comme ceci, où les deux ceintures marchent cette fois avec une synchronisation et une coordination qui est à nouveau en phase. Essaie de maintenir là, ce rythme que tu as depuis le début. Lâche rien sur le rythme. Malgré la difficulté, vous avez maintenu votre niveau de performance à l'entraînement, bien entendu, mais ça a été constant du début jusqu'à la fin. Moi, ça m'intéresse vachement. Hein. Avec le même nombre de coups de bras, grosso modo, 30, un coup de bras en plus. Tu restes à 41 de fréquence, hein, constant. Alors que quand ça devient franchement dur, tu avais tendance à revenir sur un truc qui t'était facile, entre guillemets, tu vois, 37, 36. Là, tu es en train où tu agis, ou alors ça vient naturellement. Dans la difficulté, ouais, tu te concentres. Ouais. Ça, c'est quand même intéressant, rester lucide dans un moment qui est difficile, de se dire non, je continue à agir là, je maîtrise ce que je fais. Ça, c'est bien. Non, pour la dernière respi dans le menton, juste là, qui sert à rien. Là, celle-là, là, du mauvais côté en plus. Mais oui, non, mais le problème, c'est quand on se concentre pas qu'on voit les vrais défauts en fait. À la fin d'une course, t'es plus concentré. Hein. Ben ouais, mais prends les bonnes habitudes. Il faudrait que, pas concentré, je vois les bons gestes. Parce que je les vois très souvent. Fin de série, début d'échauffe. Et ça représente 60% de l'entraînement.
en faire un dernier. Tu vois, tu peux faire ça. Même fatigué. Il faut juste que tu te concentres. On laisse arriver Seb et tu pars pour le dernier. Tu lui donnes les temps et tu pars. Mais en tout cas, des pistes, c'est quoi? Plutôt que de continuer à faire ce qu'on sait que les gens font et qu'ils font plus ou moins bien, forcer le système à sortir de ce qu'il sait faire. Explorer le répertoire potentiel de ce que le système sait faire. Il n'y a pas de solution ad hoc. Je pense que c'est vraiment le principe, c'est il ne faut pas avoir peur de sortir le système de ce qu'il sait faire, parce que c'est là qu'il faut des solutions peut-être originales. Essayons de dire finalement, c'est peut-être quand on ne sait plus très bien faire dans une situation où on est mal à l'aise, qui est difficile, que l'on apprendra le mieux, plutôt que de mettre les gens dans une situation qu'ils savent déjà faire, où quelque part, ces mauvaises habitudes vont empêcher tout changement. Donc c'est vraiment ça le message. On peut diviser centaines d'années des choses que l'on sait faire bien, eh bien, c'est pas là qu'on va comprendre quelque chose, on comprend que sort le système de ce qu'il sait faire. Et probablement, il ne faut pas mettre la personne dans ce qu'elle sait bien faire en disant à partir de là, je vais te mener là-bas. Peut-être qu'un des miracles, par contre, quelque chose de nouveau, c'est de mettre des contraintes suffisamment fortes pour forcer de trouver une autre solution à la tâche assez compliquée. Vous allez mettre en situation. Mettre le problème en situation. Et quand on focalise sur le but, on se débrouille pour contraindre le nageur en l'aménageant ce but, c'est-à-dire en le mettant dans une situation qui l'oblige à résoudre un problème. Voyez, et on essaye, dans ce cadre-là, si on est très écologique, de ne pas le faire réfléchir sur ce problème, mais de le faire directement agir. Tu peux donner une intention à quelqu'un sans pour autant lui demander de se focaliser sur tout le processus ensuite à dérouler pour atteindre ce but. Et plus on est collectiviste, plus on est explicite sur ce qu'on demande, et plus on est, on va dire, écologique, et plus on est implicite. Et ces consignes, elles sont basées sur l'activité du nageur en contexte, et non pas sur un modèle expert. C'est-à-dire là, à ce moment donné, le nageur, sa spécialité, la vitesse à laquelle il va, son état de fatigue. Et du coup, la démarche, elle est beaucoup plus globale, holiste, dans son ensemble. Donc on est parti sur le fameux nombre de coups de bras par distance inférieure. Je propage ce principe que chaque nageur a un rapport cycle de bras à vitesse qui sont propres. D'accord. Selon la taille, la force, la technique, etc. C'est-à-dire, on est capable aujourd'hui de travailler dans une vitesse donnée avec un nombre de coups de bras moyen. Je pense que des modèles étant, c'est créer une difficulté complémentaire. Et donc, par rapport à notre propre expérience, c'est de dire, je vais commencer par faire ça 100 ans, d'accord? Parce que c'est beaucoup plus facile. C'est plus facile. Et dès que je vois une acquisition partielle de ça, je veux ajouter la référence temps. Par contre, il faut que ça déboîte et ça, pas faire ça. Allez le chercher loin. Ce qu'il faut, c'est que vous soyez bien relâché, que vous ayez une vitesse assez continue dans ce que vous faites. Pas de temps d'arrêt dans la nage, à l'intérieur de la nage. Par ici, là? Non mais Maria, tu t'y prends pas du tout de la même manière que quand tu pars pour faire un 50 à 29. Là, tu fais un 50 en nageant bien. Non, c'est pas ça? Oui, je te donne 29. En fait, 29, tu peux pas le faire en faisant vite, en faisant bien nager. Faut que tu le fasses d'abord vite. Et quand tu es dans la vitesse, essayer de nager le mieux possible. JB, quand tu respires, tu continues d'avancer quand tu respires. 600 mètres, 50 pattes avec le moins de coups de bras possible, 50 dos. Poule ou plaquette palme, vous choisissez.
Par contre, le but, c'est chaque coup de bras, on va plus loin le plus vite possible. Faut être tranquille. Vous devez garder le même nombre de coups de bras et aller de plus en plus vite par 400 mètres. Mercredi, on a fait un 2000, là, on fait 1200. Ouais, je suis sympa.